Voilà, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour mon premier midi du consommateur européen, qui est aussi le premier depuis la rentrée. Je m'appelle donc Anne Kalte, je suis la nouvelle représentante de la Commission européenne ici au Luxembourg et je suis en poste depuis le 1er septembre, donc c'est tout récent. J'ai travaillé auparavant au sein du gouvernement luxembourgeois sur les thématiques de la santé et donc la protection des consommateurs, c'est très proche du domaine de la santé, donc c'est un sujet qui m'est très cher et dont je vois toute l'utilité pour la vie quotidienne de nos citoyens. Mais en fait, tout comme dans le domaine de la santé, nous sommes tous des patients, mais nous sommes aussi tous des consommateurs. Et il est donc important que nous puissions connaître nos droits et que nous soyons guidés dans nos choix en tant que consommateurs, surtout dans le cas d'un litige, que ce soit au Luxembourg ou encore plus dans le cas d'un différend transfrontalier. Et j'aime toujours dire quand j'interviens en tant que représentante de la Commission que, en fait, la Commission européenne, elle est là pour élaborer des initiatives dans le but ultime et de faciliter notre vie quotidienne. C'est ça, ce qui est important de se remémorer parfois, même si certaines personnes pensent qu'elles rendent notre vie plus compliquée, mais in fine, le but est quand même toujours de faciliter notre vie. Et la présidente Ursula von der Leyen l'a d'ailleurs souligné lors de son discours sur l'état de l'Union européenne cette année. L'Union européenne est là pour prendre soin de ses citoyens, elle s'engage pour leur bien-être et elle les protège. Et cela est tout particulièrement vrai dans le domaine des droits des consommateurs. Ces droits sont donc protégés par un acquis législatif très très vaste et je dirais même unique au monde. Et il ne faut pas avoir peur de le dire, nous pouvons être fiers de cet acquis législatif. Donc c'est une législation qui garantit aux consommateurs un traitement équitable des produits répondant à des normes acceptables et un droit de recours en cas de problème. Et je crois que l'une de nos invitées, Madame Marie-Paule Benassi, chef d'unité à la Direction générale Justice et Consommateurs de la Commission, est très bien placée pour illustrer les différents angles de l'action communautaire lors de son intervention sur les modes alternatifs de règlement de conflits. Quant à notre deuxième invité, Claude Fellens, il nous permettra de faire des liens avec le volet national dans sa qualité de médiateur de la consommation au Luxembourg et il nous fera aussi profiter de ses compétences dans le domaine de la négociation. La négociation est un atout important en cas de litige car même si nous connaissons nos droits, je crois que les faire valoir de manière efficace, c'est encore tout autre chose. Voilà, donc je vais terminer sur ces paroles. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon webinaire et je cède maintenant la parole à Karine Bazenard. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Kalte, pour ces mots d'ouverture. Et je vous souhaite également la bienvenue à notre midi du consommateur européen. Je vous souhaite alors la bienvenue au nom de nos deux partenaires, qui est justement la représentation de la Commission européenne, ici représentée par Madame Kalte, et le Bureau d'information du Parlement européen. Voilà, ce sont nos partenaires dans l'organisation de ce midi du consommateur européen. Moi, je suis aujourd'hui votre modératrice, pardon. Voilà, je suis pleine dans le sujet. Je m'appelle Karine Bazenard, je suis la directrice du Centre européen des consommateurs qui fait partie des organisateurs de ce midi. Aujourd'hui, comme toujours, vous pouvez, on aura deux présentations. Alors, une fois une présentation de 15 minutes de la part de Madame Benassi, bienvenue aussi de mon côté, et puis 20 minutes de présentation de la part de Monsieur Fellens, bienvenue. Et vous auriez, chers participants, vous aurez la possibilité de poser vos questions en français dans le chat ou par haute voix. Sie können Ihre Fragen auch auf Deutsch stellen oder wir können auch auf Lützeburg Fragen stellen. And of course also you can ask your questions in English.
Voilà, je pense, on commence tout de suite. Je voulais encore vous dire que ce midi est également, vous pouvez le suivre aussi sur Facebook. Il y a un streaming de ce midi. Alors, bienvenue aussi à nos participants sur Facebook et ici présents dans la salle en ligne. Et j'ai le plaisir de céder maintenant la parole à Madame Benassi. Bonjour, bonjour à tous. Merci Karine pour avoir organisé ces midis du consommateur qui sont des événements réguliers et très importants pour la connaissance des droits des consommateurs au Luxembourg, mais au Luxembourg en tant que pays au cœur de l'Europe avec beaucoup de consommateurs qui achètent et qui voyagent dans les pays de l'Union européenne. Donc, c'est très important que le consommateur soit bien au courant de ses droits et justement le sujet d'aujourd'hui qui est sur les procédures de médiation et d'arbitrage est un des domaines dans lequel l'Union européenne a légiféré il y a déjà un certain nombre d'années maintenant et a promu une approche commune les disputes pour la résolution alternative des disputes ou la résolution extrajudiciaire des disputes, donc l'acronyme REL en français. En anglais, l'acronyme c'est Alternative Dispute Resolution et donc ADR. Mais comme je vais faire ma présentation en français aujourd'hui, je vais essayer d'utiliser le vocabulaire français pour vous parler un peu des objectifs de la Commission européenne dans le domaine. En fait, comme l'a dit Madame Kalteux, il y a un acquis communautaire dans le domaine des droits des consommateurs qui est très important, qui est très développé, avec beaucoup de droits qui sont harmonisés dans l'Union européenne, ce qui veut dire que vous avez les mêmes droits quand vous achetez dans votre pays ou dans un autre pays, que ce soit lorsque vous voyagez ou en ligne. Et le commerce en ligne se développant très rapidement, le fait d'avoir ces mêmes droits dans toute l'Union européenne est quelque chose de très important. Mais des droits ne doivent pas exister seulement sur le papier. Les droits doivent être effectifs, c'est-à-dire que les entreprises doivent faire en sorte de respecter les droits des consommateurs et donc de mettre en place les différents éléments d'information, par exemple dans le cadre de contrats qui sont signés en ligne. Il y a un certain nombre d'informations qui doivent être données en avance, mais aussi d'autres droits qui existent, par exemple quand vous voulez retourner des biens, etc. La première chose à faire, c'est que les entreprises appliquent clairement les droits. Mais s'il y a des problèmes, ce qui peut bien sûr toujours exister, qui sont volontaires ou non de la part des entreprises, il faut que le consommateur se défende. Et nous savons, d'après les statistiques que nous avons, que les consommateurs, pour se défendre, hésitent à utiliser les tribunaux. Et donc, ce qui est important, c'est que le consommateur puisse utiliser des systèmes extrajudiciaires qui vont lui permettre de résoudre des disputes avec les entreprises, des disputes qu'ils n'auront pas réussi à résoudre directement avec l'entreprise. Donc, les systèmes extrajudiciaires permettent d'avoir une tierce partie qui assiste le consommateur et l'entreprise à trouver une solution à une dispute. Donc, comme je vous disais, nous avons cette législation depuis un certain temps et c'est le moment maintenant de réfléchir à l'efficacité de cette législation et comment améliorer l'accès des consommateurs et des entreprises au système de résolution extrajudiciaire des litiges. Et c'est pour ça que nous avons organisé la semaine dernière un événement que nous avons appelé l'Assemblée des entités REL,
les entités REL, ce sont toutes les organisations qui participent à cette résolution des litiges. Donc, il y a des médiateurs, des arbitres, il y a dans certains pays des médiateurs de l'État. Chaque pays a mis en place un système différent, mais ce que nous constatons, c'est que tous ces systèmes se heurtent à un certain nombre de limitations. Et donc, nous avons décidé d'organiser une réunion entre toutes ces entités de tous les différents pays de l'Union pour qu'ils puissent échanger entre eux au sujet de leurs problèmes, mais aussi réfléchir à des solutions, à des améliorations et aider la Commission à évaluer la directive en question. Et donc, je voulais vous montrer, alors c'est en anglais, mais tout le monde peut lire, puisque Karine, vous avez dit que vous pouvez parler anglais aussi. Cette diapositive, je trouve, est absolument significative des discussions qui ont eu lieu dans cette assemblée, où on voit au milieu, vraiment bien différencié, le mot « fast ». Ça veut dire que vraiment pour le consommateur, et d'autant plus maintenant avec le développement des marchés en ligne, la rapidité de résolution est un élément essentiel. C'est un élément essentiel pour le consommateur, pour l'entreprise et aussi pour les entités qui font de la résolution de litiges, parce que c'est comme ça qu'elles peuvent obtenir, je dirais, la confiance, mais aussi gérer les coûts. Parce que ces systèmes de résolution extrajudiciaire doivent être très peu onéreux pour les consommateurs. C'est une des prescriptions de la directive sur la résolution extrajudiciaire des litiges. Donc il faut que ça soit très peu onéreux pour le consommateur, parce que sinon, évidemment, comme les disputes des consommateurs sont souvent d'un faible montant, il ne faut pas que ça leur coûte plus cher d'essayer de résoudre une dispute que la dispute elle-même. Il faut vraiment que l'approche soit orientée solution. Donc on voit le mot solution qui apparaît là, qu'elle soit utile, helpful en anglais. Moi je le considère comme aidant les deux parties à résoudre leurs disputes, parce que souvent ils viennent parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord entre eux, et donc il y a une certaine tension, frustration, mais souvent des deux côtés. Et donc l'intervention d'un médiateur va permettre de dédramatiser tout et de trouver une solution utile et une approche utile et aidante vis-à-vis des parties. Et puis sinon, bon, après vous voyez qu'il y a plein d'autres éléments à prendre en compte dans cette slide. Alors, quelles sont les conclusions que nous avons tirées de cette assemblée des entités réelles? C'est la prochaine diapositive. Nous avons une prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. J'espère que vous arrivez à lire. Il y a un petit... Je ne sais pas si vous avez ça, vous, un rectangle gris qui apparaît à l'écran. Mais donc, l'idée de cette assemblée, c'était de faire travailler les participants pour qu'ils développent des éléments concrets d'amélioration. Et donc, nous leur avons fait travailler sur 3 thèmes différents. Les défis communs qui s'imposent à toutes ces entités, la digitalisation, donc quel est l'impact de la digitalisation des marchés, mais aussi quel est l'apport que la digitalisation des procédures peut amener pour améliorer l'efficacité des systèmes, les rendre plus rapides, moins chers, etc. Et ensuite des discussions liées à des secteurs spécifiques. Donc, première recommandation qui est sortie concernant les défis, c'est que pour réduire les coûts et faire des économies d'échelle, il faut que les entités ADR, REL, aient un périmètre d'activité suffisamment grand. C'est-à-dire qu'une micro-spécialisation des entités
réels et finalement coûtent trop cher à organiser. Il faut aussi, deuxième élément, que l'accès à ces procédures soit simplifié, simplifissime, je dirais. C'est un des mots-clés qui était dans la slide, dans la diapo précédente. Et pour cela, et notamment pour les personnes vulnérables. Donc, d'un côté, on essaye de développer la digitalisation des procédures, la numérisation des procédures, mais en même temps, on sait très bien qu'un certain nombre de personnes, notamment les personnes les plus âgées, ont des difficultés avec ce genre de procédures. Donc, il faut en même temps simplifier, mais en même temps prendre en compte les besoins des personnes vulnérables. Ensuite, troisième recommandation, c'est qu'il faut trouver des manières d'encourager la participation, donc un encouragement ciblé des consommateurs. En anglais, on dit nudging, qui n'a pas vraiment de traduction facile, je dirais, en français, et aussi des meilleurs avantages pour les professionnels. Donc, il faut que pour les professionnels, pour les entreprises, ils voient clairement que participer à ce genre de procédure, c'est un avantage pour eux parce que ça ira vite, ça sera le moins cher possible et ça va leur permettre d'avoir une résolution juste et pas biaisée vis-à-vis du consommateur, par exemple, parce que ça, c'est une des remarques qui est faite le plus souvent par les entreprises, c'est ces procédures sont biaisées. Non, a priori, nous avons fait tout le nécessaire dans la directive sur la résolution extrajudiciaire des litiges pour qu'il y ait des critères de qualité qui assurent que la résolution est faite d'une manière juste, équitable et qui correspond à disons, le droit, au respect du droit du consommateur. En ce qui concerne la numérisation, il y a eu beaucoup de discussions sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui est quelque chose qui devient de plus en plus fréquente, notamment sur les grandes plateformes digitales qui proposent leur propre système de résolution des problèmes et qui utilisent de l'intelligence artificielle. Donc, cette intelligence artificielle, ne doit pas être crainte par les consommateurs ou par les entreprises. C'est la manière dont on va l'utiliser et les limites qu'on va mettre à l'utilisation de l'intelligence artificielle qui peut poser un problème. Mais en elle-même, ces systèmes permettent d'aller beaucoup plus vite, par exemple, dans l'analyse de documents, dans la manière de gérer des questions, de trouver les droits qui sont les droits des consommateurs qui sont touchés, etc. Et donc, il faut profiter des bénéfices d'outils modernes pour améliorer les processus, mais conserver quand même la nécessité d'une intervention humaine, notamment pour les décisions qui sont prises à la fin d'un processus et pour la revue éventuellement de certaines décisions qui auraient pu être prises automatiquement. Transparence et simplicité, bon, on le répète, c'est un des éléments les plus importants, mais quand on utilise des processus numériques, des algorithmes, de l'intelligence artificielle, il faut que ça soit très clair pour les parties prenantes, les parties à une dispute, qu'ils comprennent comment c'est utilisé et dans quel cadre et quelles sont les voies de retour. Et il y a eu également, troisième recommandation dans le domaine, le fait que nous avons cette plateforme européenne de résolution des litiges en ligne, qui en fait n'est pas une plateforme de résolution de litiges, mais qui est une plateforme qui met en relation des entités réelles et des entreprises et des consommateurs. Et cette plateforme est considérée comme trop compliquée, donc une recommandation surtout pour la Commission de voir comment simplifier ça et de donner des meilleures lignes directrices. La discussion dans les secteurs a en fait amené, donc le troisième volet ici, a amené des éléments qui sont valables en fait
aussi pour tous les secteurs et aussi pour en général. C'est que en fait, dans le domaine transfrontalier, les entités REL sont compétentes. Il y a un certain nombre d'entités qui sont compétentes, mais cela demande une bonne coopération entre les entités REL et aussi une meilleure information des consommateurs sur à quelle entité ils peuvent s'adresser dans le cadre de litiges transfrontières et donc d'améliorer vraiment l'information des consommateurs dans ce domaine. Deuxième recommandation, c'est que dans toutes les nouvelles lois au niveau européen ou les révisions de lois, quand il y a des questions sectorielles, donc par exemple comme dans le domaine des services financiers, il est important de aussi prévoir dans la loi un certain nombre de modèles de coopération et de consultation et des obligations d'information. Voilà, ça c'est une des recommandations qui a été faite par le groupe qui s'occupait des services financiers. Et puis, dernier élément, c'est que dans certains cas, les procédures REL sont obligatoires sur les entreprises, mais quand elles sont obligatoires sur les entreprises, les solutions proposées ne sont pas contraignantes. Et donc, pour que ce système fonctionne, il faut que les entreprises qui participent, même si elles y sont obligées, aient un haut niveau de confiance et vont ensuite appliquer les décisions non contraignantes. Parce que sinon, l'objectif de la résolution de litige ne sera pas atteint. C'est-à-dire que le litige soit résolu. On peut avoir toute une bonne discussion avec un médiateur sur la résolution d'un litige, mais si l'entreprise ne met pas en œuvre la décision non contraignante, ça ne changera rien à la situation du consommateur qui devra alors se tourner vers un tribunal. Et on sait bien que, comme je le disais en introduction, très peu de consommateurs vont aller à un tribunal. Donc ce système où il y a des solutions non contraignantes demande un niveau très élevé de confiance et ça revient aussi au fonctionnement des entités REL qui pratiquent ce genre de résolution et comment elles peuvent améliorer vraiment la confiance que les entreprises peuvent avoir. Donc je m'arrête ici. Je suis bien sûr disposée à répondre à toutes vos questions à la fin de ce... soit maintenant, soit plus tard, Karine, comme vous décidez. Et je vous remercie pour votre attention. Un grand merci, Madame Benassi, pour votre présentation et de vous avoir aussi référé à cette très récente assemblée qu'il y avait il y a quelques jours. Juste parce que vous avez parlé de la meilleure information, en fait, vous avez mentionné qu'une meilleure information à propos de tout ce qui est médiation est nécessaire. Et justement, Madame Kaltö l'a écrit aussi dans le chat. C'est important que les consommateurs soient informés, d'où le fait aussi que c'est bien qu'on organise justement ce genre de midi. Et Madame Benassi, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, mais je voulais quand même vous demander, vous avez bien, avant que je cède la parole à Monsieur Fellens, vous avez bien expliqué que c'est une procédure fast, rapide alors, très peu onéreux pour les consommateurs, prévue par justement la directive sur tout ce qui est résolution extrajudiciaire des litiges. Mais selon mon expérience et dans le cadre de notre travail dans le ICCIN, le réseau des centres européens des consommateurs, et je pense mes collègues qui sont ici présents aussi sont d'accord, il y a selon nous pas encore suffisamment de consommateurs, malgré nos conseils, qui se tournent vers la médiation. Pour vous, Madame Benassi, et aussi sur base de cette assemblée qu'il y avait il y a quelques jours, pour vous, laquelle est pour vous la raison principale? Pourquoi pas encore assez de médiation? En fait, il y a beaucoup de médiation. Ça dépend des secteurs et ça dépend des États membres. Donc, dans certains États membres, ça marche très très bien. Par contre,
dans ce qui concerne le transfrontière, et ça, c'est ce qui intéresse les centres européens des consommateurs, c'est plus difficile. Clairement, c'est plus difficile et c'est une des pistes sur lesquelles on doit réfléchir et trouver des solutions pour faciliter la résolution transfrontière et peut-être prévoir, donc c'est une des étapes suivantes de notre réflexion, c'est de voir si nous devons réviser cette directive ou la réviser en l'améliorant, évidemment. Et une des pistes, c'est prévoir des dispositifs spécifiques pour la résolution transfrontière, avec peut-être des systèmes un peu plus simples de certification d'entités réelles qui pourraient être spécialisées dans le domaine transfrontière. Dans les voyages, il y a déjà des réseaux d'entités qui travaillent ensemble et qui pourraient nous aider à mieux identifier ces pistes d'amélioration. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Benassi. Je voudrais poser une dernière petite question un peu provocative à Claude, à Monsieur Fellens, mais sur base de ce que Madame Benassi a dit. Madame Benassi, vous avez expliqué que l'intelligence artificielle va être utilisée davantage et je trouve que c'est un sujet à approfondir peut-être lors d'un autre midi, mais vous avez rapidement pu expliquer que via l'intelligence artificielle, on peut faire ou les plateformes surtout aussi analysent plus rapidement les documents, on pourrait rapidement décider lesquels sont les droits des consommateurs lésés. Alors c'est l'intelligence artificielle qui va accélérer le procès et peut-être rendre oui, ça c'est la question à Monsieur Fellens. Monsieur Fellens, est-ce que vous craignez pour votre poste? Merci Karine, bonjour à tout le monde. Non, pas encore. Je pense que merci Madame Benassi pour ces questions passionnantes qu'on échange aussi dans notre réseau d'entités qualifiées résiduelles. Et je pense que la thématique clé du développement des réels, et vous l'avez prononcé à juste titre à mon avis, c'est la confiance. C'est la confiance des consommateurs et surtout des professionnels dans le professionnalisme des institutions du réel. Et aussi, et c'est pour moi la clé pour le succès, c'est la neutralité et l'impartialité des entités et surtout aussi des personnes qui pratiquent, que ce soit de la médiation et de la conciliation. Karine, vous savez très bien que dans un tout petit pays que le Luxembourg, on a la grande chance que les chemins sont très courts, donc on peut miser sur la médiation, donc la rencontre physique entre les consommateurs et les professionnels, et aussi dans les dossiers transfrontaliers, souvent ce sont des professionnels ou des consommateurs qui habitent dans la région frontière. Et donc, nous avons misé à 100% sur la médiation, sur le contact humain, sur le relationnel. Et je pense que l'intelligence artificielle, c'est un sujet passionnant pour ceux qui pratiquent de la conciliation. C'est clair que pour avoir un outil informatique qui analyse, qui sur base des expériences des décisions des tribunaux puisse avancer et proposer à des humains, comme vous l'avez bien expliqué, Madame Benassi, pour prendre la décision finale, ce sera vraiment un outil de rapidité et de précision, surtout un outil de précision très très intéressant. Vous savez tous que entre-temps les programmes d'intelligence artificielle, ils battent tous les juges et tous les avocats. Donc, ils sont bien meilleurs dans la recherche de la solution. Donc, je suis très pour la conciliation, pour les institutions qui misent sur la conciliation, c'est-à-dire où le conciliateur, il
propose une solution à l'amiable que les parties peuvent accepter ou refuser, ils sont parfaitement libres, alors que le médiateur, il est neutre et impartial, il ne se prononce jamais sur le fond du dossier. Son rôle, c'est plutôt de supporter les parties à engager un discours utile et constructif pour trouver une solution à la fin qui est la leur. C'est pas la solution du médiateur, mais c'est vraiment la solution des parties. Donc oui, en tant que médiateur, je crains pas pour mon poste, et en tant que conciliateur, je pense que c'est un outil formidable. Merci beaucoup, Monsieur Fels, aussi pour avoir encore expliqué la différence qui n'est pas toujours très claire entre la conciliation et la médiation. Merci aussi pour cet échange super intéressant à propos de l'intelligence artificielle, contact humain versus intelligence artificielle, un sujet, comme vous l'avez dit, Claude, passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et je ne dirais pas l'un exclut l'autre. C'est vraiment le but du dirigeant du processus, c'est d'utiliser le meilleur de chacun des procédures. C'est pas fréquent, mais dans les médiations, il y a des fois des sujets de droit qui bloquent toute la décision. Et sans avis sur cette question juridique, tout le relationnel ne peut pas avancer. Donc, combiner la médiation avec la conciliation, en utilisant éventuellement l'intelligence artificielle, c'est tout un bouquet d'outils qui nous est offert pour justement arriver à la fin sur une solution qui puisse être dans l'intérêt de toutes les parties. Donc c'est pas, je vois pas comme versus, c'est plutôt et. Ou comme Madame Kalte vient de l'écrire dans le chat, merci beaucoup, complémentaire. C'est de la télépathie. C'est de la télépathie avec Claude. Et voilà, ça tombe très bien. Merci beaucoup. Exactement. On l'a développé depuis mars 2020. Hein. Ah, oui. Voilà. Merci pour ces petites informations supplémentaires. On a posé quelques questions dans le chat, mais je laisse la parole là tout de suite à Claude. Mais j'ai posé une question dans le chat si nos chers participants aient peut-être déjà participé à une médiation et ou s'ils devaient opter pour une médiation ou pour le tribunal, lequel serait le choix. Et on a eu une réaction, pas encore de médiation, mais la participante opte plutôt d'abord pour la médiation et puis pour le tribunal. Et je ne sais pas si Samantha voudrait expliquer à haute voix ce que vous avez écrit dans le chat à propos de la médiation et le tribunal. Je ne sais pas si vous voulez peut-être davantage expliquer votre position. Ah voilà, et un grand compliment à notre technique aussi, Monsieur Hughes, qui donne la parole à Samantha. Merci beaucoup, Marco, aussi. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. C'est une surprise maintenant que je peux laisser vous écouter à ma voix. Mais je suis vraiment illuminée de faire cet échange aujourd'hui. Et les mots de Monsieur Fellon sont vrais et bons. Et je suis d'accord avec ça, parce que la médiation, c'est nécessaire pour avoir un grand, comment dit-on, un grand sensation de recevoir la paix que tout le monde veut achever. Et parce que les partis, ils sont les amis, ils sont les amoureux, ils sont des industries différentes, n'est-ce pas? Et ils veulent faire une bonne approche pour avoir un avenir de prospérité pour tout le monde.
bien sûr. Et comme on peut assister ça avec la médiation, c'est parfait. Et l'intelligence artificielle peut assister à ça comme moyen. Un moyen vraiment sensuel, parce que tout le monde pardon tout le monde a smartphone ou quelque chose de oui, ordinateur ou quelque chose comme ça. Et alors, tout le monde a la possibilité peut-être. Oui, la possibilité de d'avoir une comment dit-on en allemand, on voulait dire all-inclusive package, feel-good package. On a une assistance, c'est l'assistance parfaite pour avoir un effet psychologique, c'est-à-dire ça. Okay. C'est psychologique pour avoir l'intelligence artificielle à l'assistance. Oui. Voilà. Merci Samantha. J'interprète votre intervention comme plaidoyer pour la médiation. Et merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Samantha. Et je passe la parole à Claude, à Monsieur Fels. Merci beaucoup Karine. Merci Samantha pour vos paroles. Je pense aussi que, donc, en mot de conclusion sur l'intelligence artificielle, qu'il y a beaucoup de questions éthiques qu'il faudra clarifier. Je peux par exemple m'imaginer les émotions dans la médiation, c'est quelque chose de très précieux. En même temps, c'est très très difficile de les identifier avec exactitude. Donc on pourrait aller jusque filmer les participants pour que l'intelligence artificielle détermine dans leur visage et dans leur langage corporel quelle pourrait être. On peut aller très très loin. Il y a beaucoup de questions éthiques qui se posent. Je suis pas pour. En même temps, donc c'est utile, mais il y a encore du chemin philosophique et éthique à faire. Voilà, merci beaucoup Karine. Je vais essayer de faire le share du screen et vous me dites si je me suis bien appliqué. Parfait, ça marche. Ça marche? OK. Donc, brièvement, donc j'ai le plaisir de vous présenter le Service national du médiateur de la consommation. Je l'appellerai AZNMC par simplicité dans le futur. Son fonctionnement, très brièvement, nos compétences, et puis comme c'est inscrit dans l'invitation, les 5 années d'observation de négociation et aussi d'analyse de comment des litiges naissent. Je vais essayer de vous donner les 2 astuces qui sont pour moi les plus importantes pour réussir ces négociations. Donc, nos compétences territoriales et matérielles, c'est donc, premièrement, donc, si vous voyez à gauche de votre écran, donc, le consommateur luxembourgeois qui souscrit à un contrat de vente et de service avec une entreprise luxembourgeoise, donc compétences matérielles et territoriales. Ça, c'est un des cas de figure. Et en bas à droite de votre écran, donc le consommateur européen qui lui aussi souscrit à un contrat de vente et de service avec une entreprise luxembourgeoise. C'est dans ces cas que nous intervenons. La loi qui a créé notre service est une loi de 2016, nous a donné 3 missions. La première, c'est d'informer les professionnels et les consommateurs sur la procédure et uniquement sur la procédure. J'insiste sur cet aspect étant donné que, comme j'ai dit avant, lors des discussions sur comment avancer les règles,
La confiance, et avec la confiance, elle est basée sur la neutralité et l'impartialité de notre institution. Donc, on ne peut pas donner des informations par rapport au fond du dossier, c'est-à-dire aux droits et obligations des participants. Et c'est pour ça que je me réjouis que donc Madame Basnard et moi, on a signé une convention de collaboration. Si jamais dans le cadre de la médiation des dossiers transfrontaliers, il y a des questions juridiques qui sont importantes pour le consommateur, qu'il puisse s'adresser au service de Madame Basnard et côté national aussi vers l'ULC. La deuxième compétence qu'on a, c'est que de transférer des dossiers qui ne sont pas de notre compétence. Au Luxembourg, le SNMC, il a une compétence générale, c'est-à-dire chaque fois où il y a un service de médiation spécialisé, nous avons l'obligation de leur transférer ce dossier. Dans le secteur bancaire, il y a un médiateur spécialisé dans les assurances, également en ce qui concerne l'électricité, le gaz, et pour certains contrats de voyage dont vous avez aussi parlé, Madame Benassi. Et la troisième compétence, c'est traiter les dossiers où il n'y a pas de médiateur spécialisé au sein de notre service, que ce soit dans le cadre de la médiation ou plus rarement dans le cadre d'une conciliation. Donc, les astuces pour négocier les litiges de consommation, évidemment, ils sont très, très personnels, mais je tiens quand même à les partager avec vous, et on s'est donné de la peine pour qu'ils soient très praticables. Mais commençons par le début. Donc, vous avez, comme je vous ai expliqué, donc notre compétence initiale, c'est la signature d'un contrat de service et un contrat de vente. Et là commence une relation de confiance, la confiance dont on a parlé aussi auparavant. Le consommateur qui estime qu'il a trouvé le bon produit au bon prix ou le bon service qui est offert par une personne compétente. Et de l'autre côté, il y a le professionnel qui veut offrir son produit ou son service à un consommateur tout en ayant la confiance qu'il sera payé par après. La deuxième étape, évidemment, après que les deux aient convenu de l'objet du contrat, c'est l'exécution de ce contrat. Et malheureusement, dans certains cas, un défi apparaît. Ça peut être un défaut, ça peut être un malentendu lors de la commande entre le consommateur et le professionnel. Et donc, il se pose la question, comment réagir par rapport à ce défi? Généralement, les consommateurs font une réclamation et ils peuvent être confrontés à un silence complet par le professionnel, ou alors un retour, et les négociations peuvent alors commencer. Ce sont des négociations bilatérales entre le professionnel et le consommateur. Et les deux astuces que je vais vous présenter par après s'appliquent tout aussi bien lors de cette phase de négociation bilatérale. Et lorsque ces négociations n'avancent pas, donc quand il y a un blocage, vous pouvez donc saisir soit le Service national du médiateur de la consommation, soit le CSC pour essayer de débloquer la situation. Quand est-ce que, à notre sens, il est utile de saisir ces institutions? Évidemment, quand il y a un silence, donc quand il y a une absence totale d'un dialogue, ou lorsque un blocage que nous on définit qu'on commence à échanger les mêmes arguments. Donc, ça n'avance plus. On répète les mêmes arguments et on reçoit la même réponse. Ça, c'est un moment où c'est très propice pour saisir un tiers qui peut apporter une nouvelle énergie, un nouveau élan pour essayer de débloquer la situation. Et pour votre bien-être et pour votre santé mentale, notre recommandation, c'est saisissez-nous le plus tôt possible. Plus que vous attendez, plus que ça va générer du stress chez vous, du stress psychologique, et c'est pas nécessaire. Il y a des institutions qui peuvent vous supporter, c'est gratuit, profitez-en.
Donc, comment normalement les litiges, lorsque la situation est bloquée, qu'est-ce qu'on observe? Donc, j'ai eu donc le plaisir d'observer les stratégies de négociation dans les médiations, et surtout, on a pu, en analysant les dossiers, on a pu observer comment naissent les litiges. Qu'est-ce qui fait que le blocage, il commence à naître? Et vous n'allez pas être surpris que la clé de voûte, c'est la communication. C'est la communication, le relationnel entre les deux personnes. Donc, si vous vous souvenez de votre dernière dispute, par exemple, avec un être cher, j'imagine, lorsque c'était une dispute émotionnelle, que votre stratégie, c'était d'employer l'argument le plus fort pour essayer de convaincre l'autre personne. En fait, on veut lui communiquer par cet argument le plus fort qu'on a raison et l'autre a tort. Quelle sera la réaction de l'autre personne? Elle sera tout à fait la même chose. Elle va utiliser l'argument le plus fort pour vous prouver qu'elle a raison et que vous avez tort. Donc, en fait, vous utilisez une stratégie pour amplifier le conflit, pour en fait trouver des solutions, pour convaincre. Donc, le but à la fin, c'est convaincre l'autre. Mais il faut dire aussi que dans le mot convaincre, il y a aussi le mot vaincre. Et quand on parle de vaincre, on est très proche de défaite, on est très proche de perte de la face, on est même des fois très proche d'humiliation. Et donc, ce sont des émotions très fortes qui peuvent être générées par cette stratégie de toujours essayer d'argumenter avec l'argument le plus fort. Alors qu'un bon négociateur, un négociateur qui est formé, c'est plutôt quelqu'un qui écoute, qui n'a pas forcément qui n'est pas le maître de la parole, mais c'est vraiment le maître de l'écoute. C'est quelqu'un dont la mission, c'est de construire des ponts entre les deux planètes. On est là pour construire les plans. Et donc, les deux astuces que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt comment arriver à construire ces ponts pour trouver un chemin commun envers la solution. Donc, les deux principes phares, comme on l'a appelé, pour nous, c'est premièrement favoriser le dialogue direct, c'est quelque chose d'important, et la reconnaissance. C'est un concept qui a été développé par l'université d'Harvard. Entre autres, je prends celui qui est pour moi le plus important. Favoriser le dialogue direct, ça veut dire quoi? C'est d'éviter les cris. Et je vous invite de lire le slide de gauche à droite. Donc, parce que pour nous, les cris est une source de malentendus. Parce que ce que de votre cerveau, ce que vous voulez dire, ce que vous avez imaginé de dire, ce que finalement vous arrivez à formuler dans la réalité, ce qui est lu par l'autre partie lorsqu'elle lit votre courrier, votre lettre, et finalement ce qu'elle a compris, parce qu'on sait tous qu'on est biaisé, qu'on a notre perspective de lecture, et encore, je dirais un pas plus loin, ce que la personne se souvient lorsqu'elle va vous répondre, il peut avoir une différence énorme. Donc, nous, on recommande favoriser le dialogue direct. Il y a deux humains qui peuvent se parler. Ce qu'on a observé dans je dirais 90% de nos médiations, lorsqu'au début, le dialogue était direct, tout se passait très bien. Lorsque les personnes ont commencé à s'écrire des lettres, lorsqu'ils ont commencé de s'envoyer des SMS, des WhatsApp, c'était devenu impraticable et le blocage, il était là. Donc, si notre recommandation, c'est en favorisant le dialogue direct, il y a toujours aussi un côté, avoir besoin de la sécurité et de la trace, avoir quelque chose dans son dossier.
Donc, ce que nous, on suggère, c'est que lors de ce dialogue direct, vous proposez aux professionnels de faire un petit résumé des discussions, de lui envoyer par mail. Demandez par une question ouverte quelles sont vos pensées, vos réflexions à ma proposition de vous faire un mail récapitulatif de ce qu'on a dit. Ne posez pas des questions fermées. On dit « je vous propose de », parce que là, il n'aura que la possibilité de dire oui ou non à votre proposition pour le processus. Mais en lui posant cette question ouverte, qu'est-ce que vous pensez de l'idée, il va avoir la possibilité de s'intégrer, d'être le constructeur de ce processus et vous allez respecter son autonomie. Donc cet email, il aura la fonction de preuve, mais aussi d'aide-mémoire pour d'éventuelles discussions qui vont s'en suivre. Et il va aussi et surtout permettre de découvrir d'éventuels malentendus. Donc moi, j'ai peut-être pas compris ce que toi, tu as voulu dire. Et en mettant sur papier ce que moi j'ai compris, toi, tu pourras rectifier ce que j'ai mal compris. Donc, très concrètement, ce que nous, on propose, c'est de commencer par « Chère Madame », l'email récapitulatif. Je vous remercie pour le temps que vous avez accepté d'investir avec moi en date due au sujet du contrat. Donc, la première phrase commence déjà avec la deuxième astuce, donc la reconnaissance d'un fait positif en vue de trouver une solution dans l'action de l'autre. Et comme convenu, vous trouveriez, donc comme convenu, j'ai bien clarifié ce point lors de la discussion d'envoyer ce mail. Comme convenu, vous trouverez ci-dessus les points que j'ai retenus de nos échanges. Puis, l'erreur est humaine, donc après avoir cité en toute neutralité les points de l'échange, je vous remercie de m'indiquer si pour vous ce résumé est conforme à nos échanges, cela pour lever tout malentendu. Si vos souvenirs sont différents des miens, je vous propose d'en discuter en toute transparence. Donc mettre aussi la transparence sur la table, bien cordialement, et attendre alors le retour. Si vous avez compris quelque chose différemment que l'autre, il faut le discuter dès le début, comme ça vous allez pouvoir éviter tout malentendu au cours des discussions de votre négociation. Et c'est exactement comme cela que nous, on fonctionne aussi en médiation. Une autre astuce, avant d'engager ce dialogue, demandez un rendez-vous. Prenez le téléphone, demandez un rendez-vous avec une personne responsable de votre dossier. C'est une façon de montrer son respect à cette personne, à cette organisation, de montrer du respect du temps de votre interlocuteur, de lui permettre de se préparer, ce que lui permettra de se montrer en professionnalisme. C'est valoriser aussi l'autre pour lui permettre d'agir en tant que professionnel et en tant que professionnel compétent. Vous allez avoir quelqu'un qui a une posture, une attitude bien différente devant vous lorsque vous l'aurez respecté que lorsque vous entrez dans un magasin et commencez à crier. Je peux vous garantir, ça c'est le début du dossier pour le SNMC. Donc, voilà. La deuxième grande astuce, et dans notre pratique, c'est vraiment ce qui a changé le jeu. C'est vraiment le game changer. Et je vous propose de lire ce slide de la droite en haut. La reconnaissance, qu'est-ce que c'est? C'est d'identifier dans l'action ou dans la parole de l'autre quelque chose qui pour vous est positif et de le dire. Je vous remercie pour le temps que vous avez investi. Je vous remercie pour les précieux conseils lors de la commande que j'ai faite. Bien que maintenant, on a un défi à résoudre tout ensemble. C'est l'appréciation, la valorisation qui est importante. Et ce qui est important aussi, c'est de le faire avec authenticité et sincérité. Si vous appréciez quelqu'un et c'est évident que c'est compris, ça ne va pas générer de la confiance, mais c'est tout le contraire que ça va générer.
ça va générer de la méfiance. Et on a bien vu des négociateurs dans la médiation qui apparemment avaient été formés. C'était très clair pour moi de voir qu'ils étaient formés à la négociation. En même temps, ils se basaient sur des faits qui n'ont pas tout à fait été exacts. Et donc, l'appréciation et la reconnaissance n'a pas été authentique et sincère, et l'effet contraire ça a eu l'effet contraire. La valorisation, ça veut aussi dire, si on continue vers la gauche, écouter pour comprendre. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Quand je vous ai dit, un bon négociateur, c'est surtout quelqu'un qui sait écouter. Dans un litige, si vous vous souvenez de vos derniers litiges, lorsque vous écoutez votre adversaire, vous l'écoutez et tout en formulant déjà dans votre tête des arguments pour lui dire qu'il n'a pas eu raison. On écoute pour répondre et on n'écoute pas pour comprendre. Laissez-vous le temps de comprendre. Vous pouvez toujours, après, formuler vos arguments. Il n'y a aucune pression. Vous pouvez toujours, dans toutes les négociations, vous pouvez dire « non, je ne suis pas d'accord », mais laissez-vous le temps de comprendre qu'est-ce qui est important pour l'autre. C'est tellement important pour un bon négociateur. On descend à gauche, donnez l'autre la capacité de vous écouter. La reconnaissance va faire dans l'esprit de l'autre ou va avoir l'effet dans l'esprit de l'autre que vous n'êtes pas perçu comme une menace. Parce que vous avez très bien, face à une menace, notre cerveau n'a que 3 stratégies. C'est le combat, la fuite ou geler. On n'a pas d'autres stratégies. Et donc, si vous êtes perçu de menace, l'autre va s'enfuir, il va geler ou il va vous combattre. Avec la reconnaissance au début d'un dialogue, vous allez mettre l'autre, et je ne vais pas dire c'est pas une volonté, c'est vraiment la capacité neurologique d'engager un dialogue constructif. Voilà, merci beaucoup. Je suis arrivé à la fin de ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas regardé l'heure, Karine. Je me permets d'ancrer dans votre cerveau encore 2 images. Le premier, imaginez-vous que vous êtes au dernier étage d'un immeuble en feu. Vous avez la possibilité de réunir toutes les personnes présentes et de discuter de l'origine du feu, de vous tourner vers le passé, où vous avez la possibilité de chercher la sortie de secours, de vous tourner vers l'action, vers le futur. Je vous laisse juger ce qui est plus utile. Et dernière image que je me permets de vous présenter, ce n'est pas parce que vous avez des avis différents, inconciliables, qu'il y a forcément un qui a raison et l'autre il a tort. On vit tous dans notre monde et tout le monde regarde sur un même chiffre avec une perspective différente. Donc même en n'étant pas du même avis, tout le monde peut avoir raison. Et c'est sur cette base et sur cette bonne volonté de progresser dans la négociation que c'est dans cet esprit en fait que nous on supporte les gens pour apprendre à discuter de cette manière pour arriver à une bonne solution à la fin de la médiation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Fellens. Merci, Claude. Quoi dire? Je voudrais vraiment dire que je suis extrêmement reconnaissante que ce midi a pu vous offrir la possibilité de nous parler de ce sujet, de nous expliquer davantage comment vous gérez les conflits, comment naissent les conflits, comment les conflits sont gérés et tous ces détails, ce qui se passe dans un processus de conflit. Je suis extrêmement reconnaissante. Il reste malheureusement très peu de temps, ce que je regrette énormément. Il y a pas mal de réflexions et questions dans le chat, mais on n'a qu'1 minute.
ça reste un sujet à approfondir peut-être lors d'un autre midi encore. Monsieur Fens, si vous voulez bien, ça serait, Madame Kaiteux, vous êtes là, ça serait vraiment génial si on pouvait le faire. Et je prends peut-être juste une question vite fait d'un participant, et Claude, peut-être vous avez une courte réponse. Le participant demande si, Monsieur Fens, si vous considérez que quelle est votre opinion sur le nombre de médiateurs spécialisés au Luxembourg? Pensez-vous que d'autres médiateurs de consommation devraient être créés pour acquérir une spécialisation ou préférez-vous un nombre réduit de médiateurs spécialisés en une large compétence du SNMC? Est-ce qu'il y a une courte réponse à cette question? C'est un choix politique. Les autres médiateurs au Luxembourg, donc les autres entités qualifiées, font de la conciliation, clairement pas de la médiation. Et ça dépend. C'est un choix. Nous, on a misé sur la médiation, sur le dialogue direct autour d'une table, ou même on n'a même pas de table pour ne pas accentuer la distance, donc on est plutôt dans un cercle de chaises, mais c'est un choix politique. Moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Il y a un certain nombre de dossiers, notamment dans le bâtiment, où je pense qu'il est essentiel d'avoir une médiation parce que c'est une relation de longue durée qui a bien commencé et qui a mal tourné. Voilà, mais si pour d'autres dossiers, la conciliation est jugée plus utile, j'accepte l'opinion, bien qu'elle n'est pas la mienne. Merci beaucoup, Monsieur Fens. Et encore un grand merci. Je crois qu'on va tous un peu autrement regarder nos propres conflits quand on les gère la prochaine fois. Et on va peut-être, comme vous l'avez dit, écouter pour comprendre cette fois-ci, pas pour répondre. Et alors, un grand merci pour tout ça. Et un grand merci, encore une fois, à Madame Benassi pour votre présentation. Merci beaucoup aussi à la Commission européenne. Et merci à vous, Claude, Monsieur Fens, pour cette présentation que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Merci à nos chers participants ici présents, mais aussi qui nous ont suivis via Facebook. Et voilà, aussi au nom de Monsieur Schröder, le représentant du Parlement européen, qui malheureusement n'a pas pu nous joindre aujourd'hui. Et encore une fois, au nom de Madame Kaiteux, j'aimerais vous remercier et vous dire au revoir. Prochain rendez-vous sera publié sur nos sites respectifs. Et je vous souhaite encore une très belle journée. Je crois qu'on reste encore un peu avec nos chers speakers intervenants. On reste encore un peu, mais je vous dis au revoir aux chers participants. Un très grand merci. Merci à tout le monde. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde.